Catherine Sauvia, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES, et vous venez aujourd'hui nous parler de l'état du syndicalisme et plus globalement des mouvements sociaux aux États-Unis. C'est un sujet sur lequel vous avez rédigé un article. Alors première question, où en est la syndicalisation outre-Atlantique ? Eh bien, je dirais qu'il a atteint son point bas avec globalement 10,7% seulement de travailleurs syndiqués, mais 6 fois moins de travailleurs syndiqués dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors, plusieurs raisons à cela, mais je m'arrêterai sur la première, un contexte juridique particulièrement hostile. C'est une loi de 1935, la loi Wagner, qui accorde pour la première fois aux États-Unis des droits à certains travailleurs à la syndicalisation et à la négociation collective, mais droits qui vont être remis en cause 12 ans après par une autre loi, la loi Taft-Hartley. Donc, pour s'implanter dans une entreprise, un syndicat a devant lui un parcours du combattant. Mais quand il s'est implanté après une majorité de suffrages en sa faveur, le syndicat obtient le monopole de la représentation et tous les travailleurs autorisés doivent se syndiquer, y compris ceux qui ont voté contre. D'accord. Sauf dans les États qui ont adopté des lois dites de droit au travail. Ce qui est quelque chose de contre-intuitif, c'est contre-intuitif. Oui, mais via le Taft-Hartley Act dont je parlais, donc qui autorise les travailleurs à ne pas devenir membre du syndicat et à ne pas payer leurs cotisations. Donc, là, vous parlez du secteur privé. Là, je parle du secteur privé. Alors, dans le secteur public, les droits ont été acquis plus tardivement, à partir des années 60. Ils sont inégaux selon les États, ils sont plus limités surtout que dans le secteur privé et ils font l'objet d'attaques très frontales depuis 2011. Et un arrêt de la Cour suprême qui est attendu cet été 2018 pourrait quasi anéantir ces droits. Alors comment est-ce qu'ils font les syndicats pour outrepasser ces limites afin, in fine, d'assurer davantage de droits aux travailleurs ? Alors je dirais il y a deux types de ripostes, une traditionnelle et une plus innovante. La traditionnelle, c'est les pressions habituelles sur le Parti démocrate pour changer la législation. La législation du droit syndical et du droit du travail, mais qui a abouti à un échec, y compris pendant les gouvernements démocrates de Bill Clinton et de Barack Obama, ce qui pose la question du sens et de l'efficacité de ce partenariat historique. Le deuxième type de riposte, c'est les expérimentations de nouvelles formes d'action en direction des précaires, aux côtés des mouvements sociaux et en appui à des actions qui sont souvent initiées par des travailleurs de la base. Alors, détaillez-nous un peu ces mouvements sociaux. Est-ce qu'il y a des exemples assez concrets que vous Alors pourriez oui, je pourrais en donner 3. Il y a cette campagne Fight for $15, et cette campagne à Walmart contre le géant de la distribution qui ont eu lieu, qui ont commencé en 2012, à l'automne 2012, et qui ont à peu près le même mode opératoire, c'est-à-dire des journées de mobilisation ponctuelles, discontinues, etc., et qui ont donné lieu, dans le cas de Fight for 15, à des augmentations de salaire minimum progressives à $15 dans un certain nombre d'États et de grandes villes et même des villes moyennes. Et dans le cas de Walmart, à une augmentation de salaire de $10 pour les employés. Alors c'est bien sûr des résultats inégaux, c'est des résultats limités et c'est surtout des initiatives qui rencontrent de plus en plus l'hostilité à la fois des législatures et des exécutifs locaux. Et puis il y a ce mouvement des grèves enseignantes, donc, qui sont vraiment des pratiques innovantes, des actions de grève ces 3 derniers mois dans 4 États républicains. Des États où il y a peu de droits du travail, c'est ça ? Des États où il y a peu de droits du travail, des États dits de droit au travail, précisément, où là, les actions sont intéressantes parce que c'est des actions qui sont initiées par les enseignants de la base, après, a posteriori, avec l'appui des syndicats, qui sont très préparés en amont, qui utilisent les réseaux sociaux, qui bravent l'interdiction de faire grève, qui recherchent le soutien des populations locales, etc., et qui ont abouti, là aussi, avec des résultats inégaux dans 4 États. Il y a même un État, l'Arizona, où cette bagarre est encore en cours. Et donc qui ont donc abouti à des augmentations de salaire et à des augmentations du budget de l'éducation qui avait terriblement souffert après 10 années d'austérité budgétaire suite à
à la grande récession. Alors en conclusion, quelle est votre analyse globale en fait? Alors, un mot effectivement pour finir, c'est que je pense que le syndicalisme américain a besoin de se ressourcer en réinventant vraiment de nouvelles formes d'action collective, mais que de l'autre côté, les mouvements sociaux, surtout ceux qui sont liés au droit du travail, ont besoin de l'appui des syndicats et ont du mal à perdurer sans cet appui. Et donc, je dirais que l'acteur syndical aux États-Unis reste un acteur vraiment central dans la démocratie industrielle américaine pour obtenir des droits au plan national, et pour empêcher justement le morcellement de ces droits, l'hétérogénéité de ces droits au niveau du territoire des États-Unis. Eh bien, un grand merci Catherine Sauvia pour cette analyse sur le syndicalisme aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci.